tirer les caisses de l'État pour lui donner l'argent public. Jean-Pierre Amougou Belinga représente l'un des clans de la succession. Et quand on dit qu'il représente l'un des clans de la succession, ça veut dire que ses partisans se retrouvent dans tous les corps stratégiques de l'État. J'ai beaucoup aimé l'analyse qu'a donnée un certain administrateur civil de mon pays natal, M. Belibi. Belibi a compris que si Amougou Belinga n'est pas encore en prison et condamné, c'est parce que Paul Biya est obligé de faire la liste de ses propres partisans qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo. Et s'ils ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo, c'est parce qu'eux, ils se préparent à succéder à Paul Biya. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à tuer Paul Biya lui-même si Paul Biya n'est pas d'accord qu'eux, ils lui succèdent. Je recommence une deuxième fois, parce que les gens ont des problèmes de compréhension. Ceux qui ont tué Martinez Zogo là, ce sont des partisans de Paul Biya. Et Paul Biya les connaît tous. Et Paul Biya, actuellement, est en train de prendre le temps de prendre des dispositions pour que ses propres partisans qui ont tué l'un de ses partisans ne soient pas capables de le tuer lui-même. Il y a donc deux cas. Premier cas, Paul Biya a donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Dans ce cas, évidemment, vous savez que le procès il n'aboutira jamais puisque les vrais coupables ne seront jamais punis. Le chef ayant lui-même donné l'ordre de le tuer. Parce que Paul Biya peut avoir donné l'ordre, direct ou indirect, de tuer Martinez Zogo si Martinez Zogo nuisait au plan de succession que Paul Biya a prévu. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Paul Biya n'a pas donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Lui-même a été surpris. Et dans ce cas, ce sont des gens qui ne veulent pas que Paul Biya fasse prospérer l'autre clan voulant succéder à Paul Biya. Ce sont eux qui ont tué Martinez Zogo. Et dans ce cas-là, Paul Biya est en danger de mort parce que ceux qui ont tué Martinez Zogo sont prêts à le tuer lui-même. Il n'y a que deux cas. Je recommence les deux cas. Premier cas, comme Martinez Zogo a été tué par des forces de l'ordre et il a été tué par des membres des unités spéciales de l'armée camerounaise, c'est-à-dire des renseignements généraux, la sécurité militaire, eh bien, le secrétariat d'État à la défense, la garde présidentielle. Il a été tué par des membres des unités les plus proches de Biya. Biya n'a qu'un problème. Premier cas, c'est lui qui a demandé qu'on tue le gars. Parce que le gars a commencé à faire des révélations qui nuisaient au plan successoral de Biya. Dans ce cas, le procès est mort. Dans ce cas, je vous le dis, le procès que vous voyez là, ça ne va pas aller quelque part. Puisque, comme le disait si bien en Côte d'Ivoire le président Houphouët-Boigny, Paul Biya ne va pas retourner le couteau contre lui-même. Quelqu'un qui a pris son couteau pour piquer là, il ne va pas prendre ça pour se piquer. Ça, c'est le premier cas. Je ne crois pas beaucoup en ce premier cas parce que j'observe la gêne, j'observe la prudence, j'observe l'hésitation de Paul Biya dans la manière de traiter ce dossier. Sa manière d'être gêné, de se taire, sa manière de mettre en place plusieurs cercles concentriques pour enfin trancher, indique qu'il a été surpris par l'assassinat du journaliste. Dans ce cas-là, le journaliste n'a pas été assassiné sur ordre de Paul Biya, mais sur ordre d'un clan qui en a marre d'attendre que Paul Biya le choisisse pour lui succéder et qui est prêt à aller jusqu'à la guerre, s'il le faut, pour que la succession à la tête de l'État du Cameroun dépende de lui. Maintenant, on entre un peu dans le cerveau du satrape. Paul Biya, probablement, comme tout satrape issu de la France-Afrique, et on l'a vu à sa manière de présenter son fils à Emmanuel Macron, il souhaiterait que ce soit son enfant, son fils qui lui succède. Parce qu'en France-Afrique, la succession par la voie du fils garantit les intérêts du clan. C'est comme cela que les Bongo se garantissent. C'est comme cela que les Sassou veulent se garantir. C'est comme cela que les Eyadema se garantissent. C'est comme ça que les Déby se garantissent. C'est comme cela que les Obiangema en Guinée équatoriale veulent se garantir. Vous voyez? D'ailleurs, quand Omar Bongo est décédé, la première personne à qui il avait recommandé, à son fils, Ali Bongo Ondimba, d'aller prendre des conseils, chez qui il avait recommandé à son fils d'aller prendre des conseils, c'est Paul Biya. Dès la mort de Bongo, Ali Bongo est venu à Yaoundé et Paul Biya lui a donné des conseils. Parce que le vieux Bongo s'était entendu avec son acolyte dictateur du Cameroun sur les conseils que l'un ou l'autre devrait donner au fils de l'un ou l'autre si l'un ou l'autre venait à disparaître. Donc Biya, tout naturellement, se sentirait à l'aise si le pouvoir restait dans sa famille. Et il n'a pas hésité à le montrer
en présentant son fils devant les caméras, dans le cadre d'un protocole officiel, il n'a pas hésité à le montrer en envoyant son fils devant la cour du roi des Bamoun, devant la cour du roi du Lamido de Rebouba, qui sont ses grands alliés symboliques. Il a voulu dire, après moi, c'est lui, et vos intérêts seront garantis. Donc, on peut supposer que si Paul Biya a du mal à punir ceux qui ont assassiné Zogo, c'est peut-être parce que Zogo nuisait à la succession de son fils Franck. Les révélations de Zogo risquaient de nuire à terme à la succession de son fils Franck. Voilà pourquoi Paul Biya aura du mal à faire aboutir l'enquête, puisqu'il a toujours en tête son schéma successoral. Deuxième cas, si les révélations de Zogo nuisaient plutôt à un clan qui aimerait empêcher que Franck Biya soit le successeur, alors Paul Biya a un problème, c'est de s'assurer qu'il maîtrise tous les éléments de ce clan avant de lancer à l'assaut la justice punitive contre ce clan. Je m'explique plus simplement. Paul Biya veut vérifier, il veut faire la liste de tous ceux qui appartiendraient au clan ennemi à la succession par la voix de son fils. Il veut faire leur liste, les identifier, les arrêter d'abord tous, avant de punir les criminels. Parce que s'il punit les criminels maintenant, sans avoir vérifié la présence de ses ennemis dans les différents corps stratégiques, Paul Biya craint d'être abattu dans son palais par ses ennemis. C'est-à-dire qu'il crée une révolution de palais. Parce qu'il ne sait pas jusqu'à quel point il a été infiltré par le clan des ennemis à la succession en voie héréditaire. Vous avez compris? Voilà ce qui bloque, voilà ce qui ralentit le procès de Yaoundé. Biya a commencé par une enquête administrative. L'enquête administrative a en réalité pour but de faire le nombre des membres du clan qui a assassiné Zogo et d'identifier leur position dans l'appareil d'État. Une fois qu'il aura globalement fait le tour de tous ceux qui ont participé à tout cela, il pourra lancer sa justice orientée contre eux. Voilà la première observation que je voulais faire aux uns aux autres. Mais je vais ajouter une autre chose. Et je souligne ici encore la qualité de l'analyse de M. Bélibi. J'ai vu une analyse là, un certain M. Bélibi, administrateur civil, il a compris ces choses, mais moi je les ai expliquées avant lui. Je les ai expliquées avant lui. L'un des arts dans lesquels les dictateurs africains sont passés maîtres, c'est de conforter leur pouvoir en opposant, en cognant les têtes de leurs partisans. C'est-à-dire que pour que Paul Biya affaiblisse le clan qui a assassiné Martinez Zogo, Paul Biya a donné pouvoir au clan qui est en conflit avec ce clan pour régler les comptes. Autrement dit, ceux qui ont assassiné Martinez Zogo, Paul Biya renforce actuellement leurs ennemis pour qu'ils les martyrisent. Quand les ennemis du clan qui a assassiné Martinez Zogo auront fini d'affaiblir les assassins, Paul Biya lui-même va en finir avec les ennemis des assassins. C'est-à-dire que globalement, il t'envoie combattre tel. Quand tu finis de le combattre, comme tu es fatigué, quand tu reviens, lui-même il t'achève. Voilà l'art satanique du dictateur. En fait, Paul Biya, par rapport au plan que lui il a dans sa tête, il aimerait affaiblir tous ceux qui sont de nature à nuire à son plan. Voilà pourquoi c'est intéressant pour lui d'organiser le conflit entre les différentes ailes de son régime pour que le plan qu'il a en tête, son secret, sa stratégie successorale s'impose. Donc, il n'est pas à exclure que M. Biya actuellement procède à une organisation d'une confrontation ayant pour but d'affaiblir tous ceux qui sont de nature à nuire à ses calculs. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire. Car on a bien l'impression qu'une partie du régime se réjouit de ce qui arrive à l'autre. Quels sont ceux qui se réjouissent le plus de ce qui arrive à Amougou Belinga? Ce sont des membres du régime. Une partie du régime est contente de ce qui arrive à l'autre. Une partie du même régime est contente des procédures judiciaires qui sont déclenchées contre l'autre. Une partie du même régime est utilisée pour arrêter les autres, en attendant d'être arrêté à son tour. Je vous rappelle que les prisons politiques au Cameroun sont remplies de gens qui ont servi à arrêter des personnes qu'ils ont retrouvées plus tard en prison. Paul Biya est très fort dans ce jeu. Tu es secrétaire général. Il y a un ministre d'État ou un ministre des Finances qui a un projet de constituer un magot pour succéder à Paul Biya. Paul Biya, tu utilises, toi, le secrétaire général, pour écraser ce ministre. Quand tu as fini d'écraser ce ministre, il dit que non, ta manière d'écraser ce ministre n'est pas correcte. Toi aussi, rejoins-le. Il t'envoie détruire tes ennemis
Quand tu as fini de détruire tes ennemis, ils te traitent toi-même comme un ennemi. En disant que tu as été trop méchant envers tes ennemis et que ce n'est pas bien. Vous êtes en train de comprendre? C'est la méthode que nous observons au Cameroun. Il n'y a aucun espoir de justice au Cameroun. Quand on sait que le crime contre Martinez Zogo a été perpétré par l'un des clans du régime Biya et que Paul Biya, la vie de Martinez Zogo ne vaut pas plus que celle de Samuel Ouazizi. Elle ne vaut pas plus que celle de Monseigneur Mbarga. Elle ne vaut pas plus que celle de Monseigneur Plumet, qu'il a pourtant fait largement assassiner. Elle ne vaut pas plus que la vie des religieuses catholiques de Djoum, qui avaient des secrets troublants, qui ont été assassinés. La vie de Martinez Zogo ne vaut pas plus que la vie de Mpondo, la vie des commandements opérationnels, la vie des femmes massacrées avec leurs bébés dans le Nord, la vie des près de 10 000 Camerounais anglophones massacrés. La vie de Martinez Zogo ne veut pas plus. Paul Biya a un seul problème, s'assurer que cet assassinat va lui profiter. S'assurer que ce sacrifice humain-là va encore lui permettre de renforcer son pouvoir. C'est son seul problème. Car il y a une chose qui est évidente, Martinez Zogo a été assassiné par le régime de Paul Biya. S'il a été assassiné sur ordre de Paul Biya, il n'y aura pas de procès. Puisque Paul Biya ne peut pas accepter un mécanisme qui va le juger lui-même. Mais s'il a été plutôt assassiné par l'un des clans non contrôlés par Paul Biya, le seul problème de Paul Biya, ce n'est pas de ressusciter Martinez Zogo, c'est d'écraser le clan en question et d'en profiter pour écraser le clan qui aura été le plus zélé dans l'art d'écraser ce clan. Et ainsi, d'en sortir consolidé. La stratégie des despotes africains aura toujours été d'opposer les Africains aux Africains, d'opposer les membres de leur pays aux membres de leur pays et de régner sur cette division. Voilà ce que nous sommes en train de voir au Cameroun. Donc, je reçois de temps en temps des petits messages d'internautes. Je ne parle pas des chamotons, des moutons de Ouattara. Eux, ils le font parce que c'est ce que leur a demandé le chef des renseignements généraux de Ouattara, Vassiriki Traoré. C'est ce que leur a demandé le bedonnant Amadou Koulibaly, dit Bibendum Petit Michelin. On leur a dit, quand Franklin Yamsi est en train de s'exprimer, courez sur ses directs et dites, il faut parler du Cameroun, il faut parler du Cameroun. Une argumentation nulle. Moi, j'ai suffisamment parlé du Cameroun. Je suis l'un de ceux qui maîtrisent la situation camerounaise et qui anticipent parfois 10 ans en avance sur la plupart des analyses politiques. J'avais déjà dit que ça va finir par une guerre successorale et j'avais dit que cette guerre successorale risquait de coûter cher aux innocents camerounais. Parce que ces gens-là sont présents dans la garde présidentielle. Ils sont présents dans la sécurité militaire. Les deux camps dont je parle, ils sont présents dans l'armée, la police. Ils sont présents dans les renseignements généraux. Ils sont présents dans la sécurité, la division spéciale à la sécurité présidentielle. Ils sont présents dans le BIR. Toutes les unités camerounaises en capacité de combattre sont divisées en 2 blocs. Donc, vous imaginez très bien que si la guerre successorale éclate, l'affrontement entre ces unités se transformera en chaos généralisé pour notre pays natal. Et nous n'avons eu de cesse de dénoncer ce schéma et d'appeler à un sursaut de compassion, à un sursaut de raison de la part de toute la classe politique au pouvoir afin d'accepter de repenser le contrat sociopolitique camerounais pour sauver les vies, des millions de vies. Jusqu'ici, on ne nous écoute pas. Ils ont commencé. Entre-temps, un pasteur a été tué, le pasteur Ola Bébé. Dans le même dispositif, ils ont commencé à s'entretuer. Il est à prévoir que des morts, des têtes vont tomber des 2 côtés. La spirale de la vendetta entre les 2 ailes du régime a commencé jusqu'à l'affrontement militaire. Quand vous entendrez péter à Yaoundé des armes lourdes, ne pensez pas que ce sont des opposants politiques qui attaquent le pouvoir. Ne pensez même pas que c'est la rébellion du Cameroun anglophone qui attaque le pouvoir. Non, si vous entendez tonner des armes à Yaoundé, sachez que c'est le régime Biya qui attaque le régime Biya. C'est le parachèvement, ce sera l'apothéose de l'esprit de division avec lequel M. Biya aura dirigé ce pays. On est aujourd'hui le 13 février 2023. Cet homme a 90 ans. Et en 40 ans, abusivement exercé à la tête du Cameroun, il n'a toujours pas compris qu'il lui faut renoncer au pouvoir pour laisser renaître l'espérance du peuple camerounais. Il est pratiquement à moitié descendu dans sa tombe et ce qu'il veut nous laisser, c'est un Cameroun en guerre.
Un Cameroun à feu et à sang. Non même pas par la volonté du peuple camerounais, mais par la rapine, l'égocentrisme, la violence, l'arrogance, l'outrecuidance de quelques clans qui croient que le Cameroun leur appartient à tout jamais et que leur raison de vivre, c'est la confiscation du pouvoir d'État. Non, il n'y a pas de justice au Cameroun. Pour la raison toute simple que, eh bien, la justice a été confisquée, un, par l'État colonial français, deux, par l'État néocolonial de l'UNCRDPC. Il n'y a pas de justice au Cameroun parce que le régime lui-même est le théâtre interne des pires injustices. Quand vous voyez des gens qui se détestent entre eux et qui sont au pouvoir, vous pouvez imaginer le degré de détestation que tous ont envers leur peuple. Je recommence. Quand vous voyez des gens qui se détestent aussi méchamment, alors qu'ils sont tous au pouvoir, vous pouvez imaginer l'opinion que tous ces gens rassemblés ont envers le peuple. Ils le détestent encore plus. Des gens qui sont au pouvoir, qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas, qui ne se respectent pas entre eux, ne peuvent pas aimer leur peuple, ne peuvent pas respecter leur peuple, ne peuvent pas accepter leur peuple. Et ils ne peuvent pas non plus espérer que leur peuple les aime, les respecte et les accepte. Voilà l'état de mon pays natal, le Cameroun. Les solutions se trouvent, d'une part, dans un sursaut de sagesse au sein de ce régime moribond et apocalyptique, puisqu'on dit il ne faut jamais dire jamais. Mais pour moi, la plus importante des solutions se trouve du côté d'une mobilisation transrégionale, transethnique, d'une mobilisation transidéologique du peuple camerounais pour revendiquer et récupérer son droit le plus inaliénable, sa souveraineté. Une telle mobilisation ne pourra réussir que si elle est appuyée par toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire toutes les poches saines dans ce marasme total qui continueront quand même de se dire, nous, quels que soient les corps eh bien, de la nation auquel nous appartenons, nous avons des responsabilités pour bâtir un avenir camerounais dans lequel nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront mieux que nous n'avons vécu. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, Martinez Ogo, c'est une victime du régime Biya. Si ce n'est pas Biya qui a ordonné de le tuer, Biya sait qu'il a tué. Et actuellement, Biya a un problème, c'est de vérifier que celui qui a tué Zogo ne va pas le tuer, lui, Paul Biya, c'est-à-dire faire que Paul Biya meure avant la mort naturelle à laquelle il aspire pour avoir une mort grandiose au pouvoir, des obsèques nationales et une succession dynastique. Voilà le premier sujet dont je voulais vous entretenir. Il nous en reste maintenant un deuxième. Nous allons voyager côté Côte d'Ivoire. Procès des pro-Soro en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara nous montre encore son inimitable manière de s'asseoir. Vous êtes près de 3000 personnes en direct de cette émission. Plus de 1000 ici sur Facebook. Vous êtes plus de 1700 là-bas à YouTube. J'espère que vous avez appuyé sur le pouce levé sur cette vidéo. J'espère que vous l'avez partagé. N'oubliez pas, à la fin de l'émission, en conclusion, le téléphone. N'oubliez pas, nous allons écouter les dictateurs se congratuler réciproquement. Appuyez sur le pouce levé sur la vidéo et partagez cette vidéo. Ne gardez pas ces analyses pour vous tout seul. Ne cachez pas la lumière. Laissez-la passer. Appuyez sur le pouce levé et partagez l'émission. Vous entendez toujours les voix patriotiques de Toro Gueye du fond de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, deuxième sujet et dernier sujet de notre conversation de ce jour, le procès en appel des pro-Soro en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ceux qui font office de juge devaient rendre le verdict de l'appel
qui avait été interjetée par les avocats de nos camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire et des anciens membres de la garde officielle du président Guillaume Kibafori Soro, injustement détenu, notamment depuis 2019, par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je lis rapidement le compte rendu que le site d'information générale Abidjan.net reproduisant a publié un article ce 13 février qui résume la situation. Le verdict du procès en appel de 12 proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qui a été renvoyé au 2 février 2023, est tombé ce lundi 13 février 2023 au palais de justice d'Abidjan Plateau. Selon l'arrêt de la Cour criminelle qui a statué contradictoirement, il a déclaré irrecevable l'appel de 10 des 12 prévenus de ce procès. Il s'agit notamment de Soro Guillaume, Afoussiata Bamba Lamine, tous deux condamnés par contumace, de Kone Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, ex-directeur de protocole de l'ex-président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019, du frère cadet de Guillaume Kibafori Soro, Simon Yedjousigo Soro, du commissaire de police Rigobert Porlo Soro, et également frère cadet de Guillaume Soro, des commandants Kassé Kwame Jean-Baptiste et Kone Ardjouma, ainsi que les sergents-chefs Lamine Traoré, Adama Kamagaté, Souleymane Bamba, Emmanuel Nergedjomon Siloué, Seydou Dosso et Fofana Kwaku, tous des militaires et membres de la sécurité de Guillaume Kibafori Soro. La Cour a jugé non fondé l'appel des accusés. Ainsi, la Cour a déclaré la confirmation du procès en première instance contre Kamaraté Souleymane et 10 autres. Ils ont 10 jours pour se pourvoir en cassation. Cependant, 2 autres proches de Guillaume Soro, notamment Alain Loboyon et Félicien Sekongo, ont été acquittés selon l'arrêt qui a été rendu public. Je recommence. Cependant, 2 autres proches de Guillaume Soro, notamment Alain Loboyon et Félicien Sekongo, ont été acquittés selon l'arrêt qui a été rendu public. Je recommence une 3e fois. Selon la méthode de la parole orthogonale. Cependant, 2 autres proches de Guillaume Soro, notamment Alain Loboyon et Félicien Sekongo, ont été acquittés selon l'arrêt qui a été rendu public. Maître Goï Bi Irie Raoul, avocat de la défense, a dit sa déception à l'annonce de cette décision. Citation, « C'est une déception. Dans la mesure où, pour nous, la saisine de cette juridiction de second degré qui a pour charge de censurer les décisions rendues en instance nous a sorti une décision qui, pour nous, ne reflète pas la réalité des débats de ce procès. C'est une décision de justice, nous la respectons même si nous ne la partageons pas. » Fin de citation, a-t-il confié. Selon Maître Goïbi, cette décision ne fera pas abdiquer la défense. Citation, « Nous irons jusqu'au bout. Nous allons pourvoir en cassation. Et nous resterons debout jusqu'à ce que le droit soit dit. Nous n'abdiquerons pas. » Fin de citation, a-t-il soutenu. En juin 2021, Guillaume Soro, également ancien Premier ministre ivoirien, a été jugé par contumace pour des faits qui remontent à 2019 et condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne. En effet, après 6 mois à l'étranger, Guillaume Soro devrait atterrir à Abidjan le 23 décembre 2019, mais finalement, le vol de l'ex-chef de la rébellion ivoirienne a atterri au Ghana, voisin à Accra, craignant une arrestation à son arrivée à Abidjan, selon Abidjan.net. Il a été accusé par la justice ivoirienne de fomenter un projet de déstabilisation de Côte d'Ivoire où il devrait être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le bras droit de M. Soro, Kone Kamaraté Souleymane, Dissoul Toussoul, avait été condamné à 20 ans de prison. Le tribunal avait également décidé de la dissolution de la confiscation des biens de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro. Enfin, la justice ivoirienne a ordonné à M. Soro et à ses camarades de payer solidairement 1 milliard de francs pour dommages et intérêts à l'État de Côte d'Ivoire. Bon, là, je vous ai lu la version rapportée par Abidjan.net. Maintenant, je donne mon analyse de cet événement. Premièrement, si vous et moi, vous êtes maintenant 1697 là sur YouTube, vous êtes ici 1196 sur Facebook, soit bientôt 3000 personnes en direct. Si vous tous et moi là, nous commettons un coup d'État et que nous nous retrouvions devant un tribunal, le tribunal vous condamne tous et moi me libère, est-ce que ça veut dire qu'on a commis un coup d'État?
Je recommence. C'est une question logique que je pose au public. Si vous et moi, là, on nous accuse d'avoir commis un coup d'État et que nous avons tous participé à ce coup d'État et que nous nous retrouvions devant un tribunal, nous sommes 3000. Vous tous là, la justice vous emprisonne. Moi qui ai été au coup d'État avec vous, on me libère. Est-ce que le fait que moi on me libère, ça prouve que c'était un coup d'État? Répondons tous. Je n'avance pas sans vous. Peut-on, pour la même faute, emprisonner les uns et libérer les autres? Je l'ai lu 3 fois. 2 autres proches de Guillaume Soro, notamment Alain Loboyon et Félicien Sekongo, ont été acquittés selon l'arrêt qui a été rendu public. Félicien Sekongo était parfaitement membre de Génération et Peuple Solidaire. Il était membre de ce qu'on peut appeler le cercle rapproché de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il est déclaré acquitté. Pourquoi lui, il est acquitté, pas Soul Toussou? On lui reproche exactement la même chose qu'à Soul Toussou. Pourquoi lui, il est acquitté, pas Soul Toussou? Alain Michel Loboyon, qui pendant longtemps a revendiqué une proximité exceptionnelle envers Guillaume Soro, nuisant même à notre tranquillité autour du président Guillaume Soro pendant de longues années par ses intrigues et sa tête de pioche. Ce type-là a été déclaré acquitté. Sur quelle base? Puisque c'était même lui, le conférencier principal et l'un des principaux responsables de l'accueil, de l'organisation de l'accueil du président Guillaume Soro le 23 décembre 2019. Où est la Côte d'Ivoire? Où est ce que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire? On nous accuse tous d'avoir fait un coup d'État. On t'emprisonne, on me libère. Est-ce qu'on a fait un coup d'État? Parce que si on me libère, alors qu'on m'accuse d'avoir fait un coup d'État, on doit te libérer. Mais si on m'emprisonne, alors que nous tous, on aurait fait un coup d'État, toi aussi, tu dois être en prison avec moi. Mais le simple fait que toi, tu ne sois pas en prison prouve que le motif pour lequel je suis en prison, eh bien, n'est pas un motif fondé. Ça, c'est le premier point. Je vous invite à constater la contradiction. Alors que les magistrats qui ont rendu la décision d'appel aujourd'hui, ce sont des magistrats qui se sont auto-exclus d'une magistrature ivoirienne rénovée et toilettée. Il faut qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire ne peut pas se redresser sans qu'ils perdent tous leurs droits. Même s'ils sont à la retraite, ils ne méritent pas la retraite pour ce jugement qu'ils ont rendu. Vous dites que les compagnons de Guillaume Soro et que Guillaume Soro, que tout le monde a préparé et fait un coup d'État. Vous mettez à Guillaume Soro la perpétuité. Vous mettez 20 ans à Foussiata, 20 ans à Touré Moussa, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans à tout le monde. Maintenant, vous dites que Loboyon et Sekongo, qui étaient pleinement impliqués parmi les plus proches lieutenants de Guillaume Soro, au moment de l'arrestation que vous avez perpétrée, vous dites qu'eux, ils ne sont pas coupables. Comment ils ne sont pas coupables? Ils ne sont pas coupables, c'est vrai, mais parce que les autres ne le sont pas non plus. Guillaume Soro, qui a quand même été auteur, au moins, commandant opérationnel d'un coup d'État en Côte d'Ivoire, celui de 2002, ne va pas organiser un coup d'État en descendant au GATL avec un avion dont non seulement la date d'atterrissage, le lieu d'atterrissage ont été donnés, recommandés par l'autorité en place. Car là, il faut peut-être revenir à 2019. Dieu a voulu que nous soyons sur la terre. Nous étions ici en France quand le président Guillaume Soro préparait son retour. Son retour a été préparé en étroite collaboration avec les autorités ivoiriennes. Le président Emmanuel Macron, président français, était en visite à cette époque-là en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro aurait voulu rentrer un peu plus tôt. C'est le régime Ouattara qui lui a demandé de décaler son retour, de laisser le président Macron finir sa visite, puis de rentrer. Le lieu, l'heure, les conditions de son retour ont été définies d'un commun accord. Comment quelqu'un qui vient faire un coup d'État peut non seulement annoncer son retour, attendre qu'on lui donne la période idéale pour rentrer, laisser qu'on lui indique l'aéroport où il doit atterrir et voir ses partisans venir sans tirer le moindre coup de feu, sans créer le moindre incident,
sans casser la moindre vitre. Parce que tout ce qui s'est passé le 23 décembre 2019 à Abidjan, c'est que nos camarades de Génération et Peuple Solidaire, les compagnons du président Guillaume Soro, s'acheminaient pacifiquement pour lui réserver un accueil chaleureux à l'aéroport. À aucun moment, on a vu, venant de ce qu'on pouvait appeler le camp Soro, une disposition subversive, une attaque contre les bâtiments publics, une attaque contre les forces de sécurité. Un acte séditieux, aucun n'a été posé. Voici Alassane Ouattara inventant le premier coup d'État sans coup de feu. Le premier coup d'État sans même que quelqu'un ait été giflé. Nous aussi en France, on a vu au moins un président qui s'est fait gifler. Ça, au moins, on pouvait considérer que c'est un début de coup d'État parce que si le président s'évanouissait et mourait, la personne qui l'aurait giflé serait coupable de coup d'État. Implicitement, puisqu'elle aurait provoqué un changement brutal à la tête de l'État. Mais en Côte d'Ivoire, là, nos camarades n'ont même pas donné une gifle à quelqu'un. Ils n'ont même pas lancé un petit caillou, un caillouton aux forces de Ouattara. Ouattara a décrété que c'est un coup d'État. Donc ça, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. Quand on remonte au 23 décembre 2019, on ne trouve aucun fait. L'argument qu'ont tenté d'utiliser les jugeaillons et les procuraillons accroupis de Ouattara, c'est de dire que la garde personnelle de Guillaume Soro disposait d'un armement qu'elle ne méritait pas, dont elle ne méritait pas de disposer. Ça aussi, c'est faux. Un président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, selon la loi ivoirienne, a droit à une garde rapprochée. Et cette garde rapprochée doit être armée. Pour la sécurité quotidienne d'un ancien chef d'institution, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, la loi prévoit un détachement des forces de l'ordre armées à son domicile en permanence. Si vous allez maintenant, même chez le président Laurent Gbagbo, si vous allez chez le président Bédié, vous allez trouver des forces de l'ordre, conformément à la loi. Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo se déplacer, est-ce que vous ne voyez pas un aide de camp militaire derrière lui? Quand vous voyez le président Bédié se déplacer, est-ce que vous ne voyez pas un aide de camp militaire derrière? Est-ce que ces gens-là qui sont chargés de la protection de ces anciens chefs d'État doivent être désarmés? Sinon, à quoi sert-il de les envoyer protéger s'ils doivent être désarmés? Donc, même cet argument a fait pchit. Mais j'ajoute une quatrième chose. Certains l'ont peut-être oublié en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie. Et à l'époque, la Côte d'Ivoire reconnaissait la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples comme compétente pour trancher sur des conflits entre l'État ivoirien et des citoyens de la zone CEDEAO, en tout cas des citoyens ivoiriens, qui demanderaient un avis. Courant 2020, Guillaume Soro a obtenu par 2 fois des décisions favorables de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant à Alassane Ouattara, pour la première décision, celle du mois de mars, si je ne m'abuse, de mettre immédiatement fin à toutes les poursuites qu'il avait engagées depuis le mois de décembre 2019 contre Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons. Et de ramener Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons à ce qu'on a appelé la position ex ante, c'est-à-dire la position d'avant les arrestations, d'avant les incidents artificiellement créés par Ouattara le 23 décembre 2019. Alassane Ouattara a refusé d'appliquer la décision. Il a déclaré que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples étaient nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire. Alors même que, selon la loi, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas dénoncer son adhésion au protocole avec applicabilité de cette dénonciation avant un délai d'1 an. C'est-à-dire que quand Ouattara dénonce le protocole d'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mettons en mars, il est obligé d'attendre au moins mars 2021 pour pouvoir désormais estimer que les faits pour lesquels la Côte d'Ivoire peut être convoquée, l'État peut être convoqué à Arusha, ces faits-là sont forclos. Ouattara piétine le droit international. De la même façon, le 15 septembre 2020, je n'ai pas oublié, c'est une décision d'ailleurs qui concerne autant le président Gbagbo que le président Guillaume Soro. On ordonne à Ouattara de les laisser se porter candidat à l'élection présidentielle. Ouattara dit que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui pourtant, en droit, étaient réputées valables, qu'elles sont nulles et de nul effet, déclarant que l'État de Côte d'Ivoire
est un État voyou en matière de droit international. Voilà le quatrième fait. Nous sommes la mémoire de ce temps africain, la mémoire de ce temps ivoirien, imbattable à l'argumentation pied à pied. Donc, une juridiction supérieure à la juridiction ivoirienne, en vertu des